Bonjour à tous, je vous propose de passer désormais à notre troisième volet de la série Réussir ses photographies du ciel profond, en parlant maintenant de l'acquisition des images. Pour rappel, on a vu dans un premier temps tout ce qui était préparation de la session, météo, catalogue de cibles, etc. On a ensuite évoqué tout ce qui était réglage du matériel, installation du matériel, mise en station, alignement sur plusieurs étoiles. Et maintenant, on va partir sur une série de tutos qui va traiter de l'acquisition des images, en commençant par tout ce qui est GoTo versus astrométrie. On essaiera de donner beaucoup d'exemples autour du logiciel Nina. On parlera également d'automatisation des prises de vue, de réalisation des DOF, les Dark, Offset et Flat. Voilà, donc ce sont tous ces sujets qu'on va aborder dans notre série autour de l'acquisition des images, et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors la première étape, dès lors qu'on veut réaliser des photographies d'objets du ciel profond, eh bien ça va être de pointer vers l'objet. Les objets du ciel profond sont des objets très peu lumineux, c'est évidemment impossible, ou alors très compliqué, ça dépend des objets qui sont pointés, mais dans le cas général, il est impossible de les pointer, on va dire, manuellement, c'est-à-dire en les voyant. Donc on va devoir recourir à des fonctionnalités de type GoTo ou bien de type astrométrie. Alors, on a un peu parlé du GoTo lors de nos volets précédents. Cette opération-là, cette fonctionnalité-là, elle va donc permettre de viser notre objet cible, soit à partir de notre raquette SynScan. Donc ce qu'on va faire, c'est rentrer tout simplement le nom de l'objet. En général, on a un catalogue très étendu des objets qui sont embarqués dans cette raquette. Donc on va rentrer le nom de notre objet, et puis ensuite notre monture va pointer automatiquement vers cet objet. On peut aussi procéder par planétarium, typiquement en utilisant Stellarium ou bien en utilisant Nina, en interfaçant le PC avec la monture en utilisant notamment Ascom EQMode. Ça, c'est une fonctionnalité qui est pour le coup est extrêmement efficace, probablement plus efficace que l'usage d'une raquette SynScan, où typiquement sur la gamme Skywatcher, on va avoir uniquement 3 étoiles qui vont être au maximum considérées pour la phase d'étalonnage, quand sur l'étalonnage via Ascom EQMode est lui illimité en réalité. Donc on a vraiment un vivier d'étoiles de calibrage qui est très riche. Donc du coup cette précision, évidemment, elle va dépendre, quand on va pointer via le GoTo, elle va dépendre de la qualité donc de l'opération d'alignement. Si on a fait un alignement sur une étoile un peu à la va-vite, en pointant vers l'objet céleste souhaité, on a toutes les chances de ne pas tomber exactement sur cet objet. Par contre, si on s'y prend avec Ascom EQMode et qu'on a triangulé le ciel avec une quantité importante d'étoiles, eh bien on va avoir en général une très bonne qualité de pointage. Alors c'est pas l'unique méthode pour pointer donc les objets du ciel profond. On peut aussi procéder par ce qu'on appelle astrométrie. Et typiquement le logiciel Nina nous permet de nous affranchir de l'étalonnage en mettant en œuvre directement une astrométrie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une astrométrie? Eh bien, une astrométrie, c'est finalement un algorithme, un processus itératif qui va nous permettre de proche en proche de viser l'objet désiré. Comment est-ce que ça marche? On va relier notre caméra à notre tube, on va placer la caméra dans le tube. Et puis, en première étape, donc on va demander à l'algorithme de pointer vers l'objet souhaité. Donc la monture va pointer cet objet, évidemment avec une erreur, elle ne tombera pas pile sur l'objet, et ce qui va se passer, c'est que l'algorithme va prendre une photo. Cette photo, elle va être résolue. Résolue, ça veut dire que, via un algorithme adéquat, on va pouvoir identifier exactement la zone du ciel sur laquelle on se trouve. Et donc, savoir exactement où se situe le centre du capteur de notre caméra dans le ciel. On va rapprocher ça donc de la cible visée. Si la distance est très faible, eh bien on dira que le pointage
est bon, on aura convergé. Si la distance est trop élevée, eh ben, ça veut dire qu'on n'a pas pointé correctement, et on va de nouveau en fait déplacer la monture afin qu'elle s'approche de la cible visée. Une nouvelle photo sera prise, cette photo sera résolue, donc on va de nouveau déterminer exactement dans quel endroit du ciel on se situe. Et même chose, on va donc rapprocher la position du centre du capteur à la position de l'objet désiré. Encore une fois, si l'erreur est négligeable, on arrête l'astrométrie. Si l'erreur reste en fait importante, on va poursuivre notre algorithme d'astrométrie. Et on va procéder de cette manière de proche en proche, jusqu'à centrer, on va dire, quasi parfaitement, et on va le voir, notre centre de capteur sur la position cible visée. Alors, on l'aura noté ici, hein, pour mettre en œuvre une astrométrie, eh bien, il y a une condition qui est nécessaire, c'est qu'on va être obligé de placer donc, une caméra à la place du porte-oculaire. Donc on ne va pas pouvoir fonctionner avec un oculaire comme on le fait quand on fait du pointage go-to, mais là ici on va mettre notre caméra et c'est elle qui va être notre œil en quelque sorte. Et donc on est nécessairement, c'est une approche qui impose d'être relié à un PC. Comme je disais à l'instant, Nina, qui est le logiciel qu'on utilise pour réaliser nos séries d'images du ciel profond, donc embarque des fonctionnalités d'astrométrie. Donc ça c'est vraiment un outil extrêmement puissant pour faire de l'astrométrie, et en fait elle apparaît cette astrométrie à différents endroits au sein du logiciel. Alors on va voir où en fait ça apparaît. Alors typiquement, si je souhaite, par exemple, on va se donner une cible, donc pour illustration, donc la galaxie d'Andromède, M31, on va viser cette cible, on va l'envoyer dans notre assistant de cadrage. Bon, alors là j'ai des hypothèses complètement farfelues de capteur, mais peu importe, on voit qu'il est tout petit, je risque pas d'imager Andromède. Mais c'est pas le problème ici. Ce qui m'intéresse, c'est de faire ressortir les fonctionnalités d'astrométrie donc de Nina. Une première chose, quand je vais vouloir pointer vers l'objet, je vais donc utiliser la fonctionnalité déplacer et centrer, ou bien pointer tout simplement. Si je fais pointer, eh bien Nina ne va pas lancer d'astrométrie, c'est-à-dire qu'elle va pointer comme pointerait, on va dire, la raquette SynScan ou bien le logiciel Stellarium vers l'objet. C'est un go-to tout simple, on va dire. Si par contre je lui demande de déplacer et centrer, là on va lancer une astrométrie. Donc là on retrouve ici un premier usage, une première application de l'astrométrie dans Nina. Donc quand on va vouloir encore une fois déplacer et centrer, mise en œuvre d'une astrométrie. Ensuite, on va donc avoir des astrométries aussi dans la phase d'acquisition. Quand on aura réalisé donc nos clichés, on peut progressivement, tout au long de notre soirée, effectuer des astrométries sur l'image courante. Hein. C'est ce qui s'affiche ici. Là, je pointe avec ma souris sur cette fonctionnalité. Alors, ici, j'ai pas la main, j'ai pas d'image, hein, donc j'ai pas la main sur cette fonctionnalité. Mais si j'avais une image, si je venais de réaliser une image brute de 1, 2, 4 minutes qui apparaissait ici, eh bien, dans ce cas-là, je pourrais lancer une astrométrie pour résoudre cette image et savoir exactement dans quelle zone du ciel je me situe. Donc ça, c'est aussi un endroit où on peut réaliser donc de l'astrométrie. Dans le séquenceur, alors ce que je vais faire, pour illustrer, j'ai envoyé ma cible clac dans le séquenceur, donc le séquenceur, on va dire standard. Donc j'ai M31 qui apparaît, c'est donc là que je vais renseigner tous les détails de prise de vue. J'en dirai davantage dans un futur tuto. Ce qui m'intéresse là, c'est plutôt ces options ici, où je vais pouvoir, en fait, dans ma série d'images, de nouveau demander à Nina de recentrer ma cible avec astrométrie. Donc ça, très important. Donc on voit les différents niveaux où peuvent apparaître les astrométries. Il y a également dans le menu options et dans le menu astrométrie, il y a également une section qui me permet de paramétrer au mieux toutes les fonctionnalités de mon astrométrie. D'abord, en fait, le logiciel me propose différents algorithmes d'astrométrie, puisqu'il en existe un certain nombre. Moi, classiquement, en fait, je travaille avec Astap, qui est un programme comme d'autres. Hein. Plates of 2 est également un bon programme. Astrométrie.net, j'en parlerai un petit peu après. C'est un algorithme qui est extrêmement puissant, mais la difficulté, c'est qu'il nécessite une connexion Internet. C'est pas en fait un programme qu'on peut installer en local sur son PC. Donc moi, j'utilise Astap.
Astap, en fait, je vais l'utiliser en première et deuxième intention quand je fais une résolution astrométrique parce que c'est une des forces de Nina. Il nous propose finalement un premier algorithme dès lors qu'on veut résoudre une image. Et si jamais cet algorithme ne converge pas, s'il ne trouve pas de solution, eh bien, il peut, Nina, lancer un deuxième algorithme qui, lui, peut-être aura plus d'efficacité sur l'image qu'on souhaite résoudre. En tous les cas, moi, à chaque fois, je prends le même, je prends Astap. Ça marche vraiment très bien à chaque fois, donc j'ai pas de nécessité d'améliorer ce paramétrage. Important aussi, c'est que on va spécifier un temps d'exposition pour donc nos images qui vont être résolues par astrométrie. On n'est pas obligé de prendre le même temps d'exposition que celui de notre série de brutes. Hein. Si par exemple on veut réaliser des brutes d'une minute de temps d'exposition, très bien. Mais pour l'astrométrie, on peut uniquement considérer donc des images, mettons de 5 secondes d'exposition. En général, ça suffit parfaitement. L'essentiel, c'est de faire apparaître des étoiles, pas l'objet. Il ne nous intéresse pas pour une résolution astrométrique. Ce qui compte, ce sont les étoiles. C'est grâce à elles qu'on va résoudre l'image. Donc 5 secondes, ça suffit amplement. Et on va, deuxième réglage qui est crucial, on va préciser ici notamment notre tolérance de pointage. Donc c'est vraiment là qu'on règle la précision de l'algorithme. Plus cette quantité est faible, et bien plus en fait le centre de notre capteur va être proche finalement de la cible visée. Plus on a de tolérance, et bien plus on pourra tomber avec une marge d'erreur un peu plus importante. Par défaut, on a une arc minute. Moi, je l'ai paramétré à 0,5. Très honnêtement, vous pouvez laisser à une arc minute. Je vais l'illustrer juste après. Ça fournit déjà des qualités de pointage tout à fait intéressantes. Donc voilà, dans Nina, on retrouve évidemment dans cet environnement plein d'endroits où on peut paramétrer notre astrométrie. Alors, maintenant, je donne un exemple d'une résolution astrométrique sur une image. C'était la nébuleuse de la tête de Jewel, donc qui a fait l'objet de trois itérations, cet algorithme d'astrométrie. L'idée, alors pour rappel, hein, l'idée c'est effectivement de pouvoir pointer vers la nébuleuse de tête de Jewel. Donc là on a notre ceinture d'Orion, ici la grande nébuleuse d'Orion, j'ai mis quelques captures. Et si on zoome un petit peu, eh bien, donc on retrouve notre grande nébuleuse d'Orion et la tête de Jewel par ici, près de l'étoile de la ceinture qui s'appelle Alnitak. D'accord ? Donc je donne voilà, quelques repères parce qu'ils vont être importants dans le commentaire qu'on va apporter à justement cette résolution astrométrique. Donc en étape 0, qu'est-ce qui se passe ? En étape 0, notre télescope est dit en home position, c'est-à-dire que le tube va pointer vers l'étoile polaire. Donc c'est ce qui est ici caractérisé par la flèche verte et l'étoile verte que j'ai tracée. Et nous on va vouloir déplacer notre tube jusqu'à Orion qui est ici avec une certaine précision puisqu'on va vouloir faire pointer le tube vers la nébuleuse de la tête de Jewel. Donc on passe de l'étape 0 à l'étape 1 où donc la monture va arriver dans cette position. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ici, ça c'est après go to vers la nébuleuse de la tête de Jewel. L'image qui va être prise, c'est celle-ci. Donc on voit qu'on a là, ici, donc la grande nébuleuse d'Orion, et si on rapproche ça de la carto qu'on présentait tout à l'heure, je l'ai orienté, je l'ai fait pivoter de manière à ce qu'on puisse s'y retrouver. Donc on a la grande nébuleuse d'Orion ici et ici. Et puis voilà, on a quelques amas d'étoiles là qu'on va retrouver dans cette partie-là. On reconnaît cette partie ici, et puis cet amas qui est ici. Bon, visuellement, on voit très bien qu'en première itération, eh bien, on ne s'est pas positionné sur la tête de Jewel. Donc, l'algorithme va estimer évidemment que le centre du capteur, qui est par là, ne correspond pas du tout à la position de la nébuleuse de la tête de Jewel. Donc, il va lancer une deuxième itération. La monture et donc le tube va de nouveau se déplacer pour arriver dans cette position. Alors, déjà, on commence un petit peu à se rapprocher de la zone souhaitée. Ici, cette étoile, c'est l'étoile Alnitak, qui est ici, dans notre carto. Et puis, ce triplet d'étoiles, c'est le triplet qu'on retrouve ici. Et puis, ces quelques étoiles qu'on voit là sont les étoiles qui sont ici.
Donc la nébuleuse de la tête de cheval est là, est à cet emplacement, là où je positionne ma souris, ce qui fait qu'elle est par là dans notre photo. Donc on voit qu'en deuxième itération, on est déjà vraiment complètement dans la zone qui est souhaitée. D'accord? Et si on veut comparer la position itération 2 avec itération 1, voilà ce qui s'est passé. On est passé de l'itération 1, donc proche, on va dire, de la nébuleuse Running Man, hein, qui est une partie de la grande nébuleuse d'Orion, et on a ensuite bougé jusqu'à la nébuleuse de la tête de cheval, hein, près d'Alnitak. Et donc ça, c'est un déplacement correctif qu'on peut estimer à, en gros, 150 arcs-minutes, quoi, à peu près, un peu moins. Ce qui est beaucoup, ce qui veut dire que l'erreur, évidemment, elle était conséquente. Il ne s'agissait pas d'aller imager dans cette zone-là, sinon on n'aurait jamais pu capter la nébuleuse de la tête de cheval. Donc c'est pour ça que l'algorithme a fait une deuxième itération. Et donc à l'issue de cette deuxième itération, néanmoins, il estime qu'il est encore à distance, finalement, de l'objet visé, et donc il va relancer une troisième itération. Donc on arrive en étape 3 dans cette configuration-là, on retrouve de nouveau Alnitak, on retrouve de nouveau nos 3 étoiles qui sont celles-ci, on retrouve de nouveau cette ligne d'étoiles qui correspond à celle-ci, et donc voilà. Il semblerait qu'on n'ait pas tellement bougé par rapport à l'itération 2. En tous les cas, le mouvement il est beaucoup plus faible que de l'itération 1 vers l'itération 2. Et si on s'amuse à comparer l'étape 2 avec l'étape 3, eh bien on voit que, pour rappel, la configuration en étape 2 était celle-ci, la configuration en étape 3 est celle-ci. Donc en fait, on s'est légèrement en étape 3 décalé vers la gauche, hein, si on le dit un peu grossièrement. Et en fait, le déplacement qui a été effectué est un déplacement d'un peu moins de 3 arcs-minutes. Donc on a un déplacement qui est plus subtil, qui est plus fin. Et à l'issue en fait de ce déplacement, eh bien l'algorithme s'arrête, c'est-à-dire que la distance entre le centre du capteur et du coup notre cible visée est inférieure ou égale à 0,5 arcs-minutes, tel que c'est paramétré pour moi dans Nina. Alors justement, je pense que c'est important de se donner des ordres de grandeur en termes de précision. Ça veut dire quoi finalement attendre une précision astrométrique de 0,5 arc-minute ou de 1 arc-minute? Bon, on va ici donner des exemples. Alors moi j'image classiquement avec deux dispositifs. J'ai un tube qui, lorsque je mets donc un correcteur de commun et un réducteur de focale, m'amène à une focale de 908, 905. Hein. J'ai pris cette hypothèse ici. Et j'ai un tube qui, même chose, après mise en place du correcteur de commun et réducteur de focale, me donne une focale effective de 518. Là-dessus, en fait, je peux eh bien, déterminer le champ de mon capteur. Hein. Je vous renvoie au premier volet de cette série de tutos. Il y a une formule fermée. Hein. En degrés, c'est 57,3 fois la longueur ou la largeur du capteur divisé par la focale. Ça vous donne un champ en degrés. Donc c'est le calcul que j'ai fait ici. Et puis ce champ, vous pouvez le convertir en arc-minute si vous le souhaitez. Ça vous permet de voir combien d'arc-minute fait un côté et combien d'arc-minute fait une longueur. Et de notamment eh bien, comparer avec cette tolérance astrométrique qu'on a fixée. Alors ce qui est très intéressant, donc j'ai deux cas, j'ai un premier exemple avec mon premier dispositif de focale 908, et vous voyez que si je m'amuse à zoomer, hop, je vais le faire un peu différemment, si je m'amuse à zoomer ici, là j'ai une image de la nébuleuse, de la galaxie pardon, du triangle, M33, d'accord? Et donc sur cette image, j'ai représenté avec un disque vert, donc au niveau du centre de l'image, une tolérance en fait de 0,5 arc-minute. Donc vous voyez qu'en fait, quand Nina va pointer, il va commettre une erreur qui sera inférieure à, on va dire, la taille de ce disque. Donc autant dire qu'effectivement, la qualité de pointage, elle est vraiment redoutable. C'est ultra efficace. On n'arriverait jamais à faire quelque chose d'aussi qualitatif avec un go-to simple, même avec énormément de points d'étalonnage et donc en passant par ASCOM ou QMOD. Hein. Si je relaxe un peu et que je demande une précision d'une arc-minute, voilà ce qui se passe. Donc je vais centrer mon image avec ce niveau d'erreur qui est caractérisé par mon disque vert. Donc on voit quand même que là aussi on a une précision qui est excellente. Sur mon deuxième dispositif, qu'est-ce qui se passe? Alors là j'ai la nébuleuse de la Rosette. Et donc si je lui demande en fait de venir centrer
avec une précision à 0,5 arc-minute, eh bien je vais avoir pareil mon disque vert qui va représenter cette contrainte. Autant dire là aussi qu'elle est extrêmement forte, d'autant que la focale est faible en fait plus faible en tous les cas sur ce dispositif. Donc la précision est absolument redoutable. On voit qu'évidemment avoir un centrage de notre image dans n'importe quel point en fait de ce disque vert nous conviendra, a fortiori. Et même chose ici, si je relaxe la précision et que je demande une précision de 1 arc-minute, je vois un peu mieux apparaître en fait le disque vert dans cette image, mais évidemment la précision sera elle encore excellente, quoi. Alors je vais maintenant illustrer tout ça avec un algorithme de résolution astrométrique qui est probablement le plus efficace, qui est celui d'astrométrie.net. Qui est encore une fois, c'est un algorithme qui est, on va dire, requêté en ligne et qui peut pas être installé en local en fait sur notre PC. Il est aussi un petit peu plus lent que les algorithmes usuels qu'on utilise, les autres en fait, en tous les cas qu'on utilise dans Nina. Je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement juste après, mais d'abord je vais vous montrer un petit peu ce qu'il sait faire cet algorithme. Et pour ce faire, en fait, je vais aller chercher une image. Je vais aller chercher une vieille image que j'ai prise de M101 et je vais aller uploader cette image dans astrométrie.net. Alors si vous voulez, encore une fois, le faire vous-même avec vos images, il faut que vous tapiez directement donc en URL nova.astrometrie.net. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo. Alors, une fois que je suis dans le menu Upload, ce que je vais faire, je vais faire choisir un fichier. Donc je vais venir donc uploader mon fichier. Et eh bien le site va traiter cette image. Alors ça peut être parfois, alors long, le terme est trop fort, mais ça peut être parfois, voilà, ça peut demander un petit peu de temps. Donc la page, comme il l'indique, est rafraîchie toutes les 10 secondes, et donc il faut un tout petit peu de temps pour que l'image soit résolue. Je vous reprends juste après. Voilà, donc notre image a été résolue, ça s'est fait finalement très vite. Et ce qu'on va aller faire, on va aller à la page de résultats. Donc on va ouvrir cette page et on va voir qu'on a plein de résultats qui sont extrêmement intéressants. Alors d'abord, on voit qu'on a une image qui apparaît avec différents objets de la photographie qui ont été identifiés. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais vous la montrer parce que je ne vous l'ai pas montré cette photo. Donc je vais ouvrir, elle est toute simple. C'est une image en fait brute. Il faut savoir que je l'ai prise dans une zone de pollution lumineuse vraiment intense. Elle est plutôt, le temps d'exposition est très très court, et en fait M101 est situé ici, dans cette partie-là. Donc c'était là, elle n'a pas été centrée par astrométrie cette image, c'est une vieille image, donc M101 est plutôt situé là. On n'y voit absolument rien, sinon quelques étoiles, mais qui vont permettre à l'algorithme de fonctionner. Et du coup, eh bien, on a donc les différents objets identifiés qui constituent cette photo. Donc on va reconnaître ici en effet M101 qui est identifié, et puis voilà quelques étoiles ou quelques objets du ciel profond au passage qui seront identifiés. Alors ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est que le centre de notre image va être caractérisé, c'est-à-dire qu'on va expliquer exactement quelle est la déclinaison et l'ascension droite associée donc au centre du capteur de notre caméra. Donc ça, on voit la puissance quand même de la résolution astrométrique. On va également en fait avoir tous les éléments utiles de type échantillonnage, donc ça c'est ce qu'on appelle le pixel scale, donc qui est l'échantillonnage classique, 206 fois la taille de notre photosite en micron ramené à la focale en millimètres. Donc effectivement le 0,97 j'ai pu le vérifier avec mes propres données personnelles. Quand je fais le calcul moi-même, je trouve 0,96, donc je suis franchement pas loin. On a aussi le radius, c'est-à-dire en fait la moitié de la diagonale qui est évaluée en distance angulaire, et puis la taille de l'image, même chose, qui est évaluée en arc-minute. Donc on a vraiment ici quelque chose d'extrêmement fort, et ce que j'ai pas dit également et qui est très important, c'est qu'on va avoir l'orientation de la caméra. Alors ça, c'est un aspect qui est vraiment clé, parce que quand on va chercher, on va dire, à faire
du cadrage de nos photos astro, eh bien on va déterminer des angles optimaux, hein, ça j'en ai parlé notamment dans le premier volet de cette série de tutos, et ici avec l'astrométrie, eh bien vous pouvez vérifier que votre caméra est en effet bien orientée, donc ça c'est important. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que toutes ces descriptions sur les algorithmes donc de résolution astrométrique vous auront plu, vous auront intéressé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Laissez aussi un commentaire, j'y réponds vraiment systématiquement, puis ça me permet aussi de voir comment vous recevez les contenus, ce qui est très important, et ce qui me permet aussi d'orienter donc les futurs tutos comme vous le souhaitez, comme ça vous plaît. D'ici là, je vous souhaite un excellent ciel et je vous dis à très bientôt. Salut!